Je m'appelle Isabelle Ruin, donc je suis directrice de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement. Donc c'est aussi un laboratoire qui n'est pas très loin de vous, on est sur le campus aussi, vers la Massy en fait, pas très loin de l'arrêt Gabriel Fauré là. Donc c'est un laboratoire qui principalement s'intéresse au climat et au cycle de l'eau, en gros, donc eau et climat. Donc c'est un gros laboratoire, on est 350, on a rassemblé beaucoup de monde en fait. Il y a eu pas mal de fusions successives, donc maintenant on est vraiment nombreux. Et moi je fais pas du climat, enfin pas directement, je fais des sciences sociales au sein de ce laboratoire, donc j'ai été recrutée sur une section interdisciplinaire du CNRS. Et donc depuis 2010 en gros je suis dans ce laboratoire à impulser un peu de sciences sociales et faire de l'interdisciplinarité. Initialement je travaillais plutôt sur les extrêmes hydrométéorologiques, donc les crues rapides dont vous avez peut-être entendu parler, et notamment comment les individus et les petits groupes adaptaient leur comportement face à ces événements extrêmes. Et je suis passée petit à petit vers de la météo temps court, on va dire, vers des aspects plus climat temps long. Et ce que je vais essayer de vous présenter ici, c'est moins mes recherches directement que plutôt un projet de recherche là, qui débute, qui s'appelle TRACS, donc Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques, avec l'idée vraiment de voir comment on peut tisser des liens entre ces communautés plutôt de scientifiques du climat avec quelques SHS un peu dispersés, avec une grosse communauté de SHS qui pourrait parfaitement bien complémenter les expertises autour de la table. Donc cette présentation aussi elle est multivoix, alors voilà, j'ai un peu listé tous les contributeurs qui participent notamment au projet et qui m'ont servi aussi à constituer cette présentation. Alors d'abord, je vais commencer par un petit élément de contexte. Peut-être vous en avez entendu parler ou pas tout à fait. On parle beaucoup d'atténuation. Ça a été vraiment un leitmotiv depuis pas mal d'années maintenant sur voilà, diminuer notre empreinte carbone et aller vers une neutralité carbone. Mais il y a un autre volet en fait qui est un petit peu moins, on va dire, communiqué, en tous les cas, un peu moins sur le devant de la table, de la scène plutôt, mais qui l'est de plus en plus et qui est vraiment là en train d'être lancé. C'est ce qu'on appelle la TRAC, donc qui est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. L'objectif en fait c'est de fixer finalement un horizon et un objectif d'adaptation pour les territoires et les différents secteurs d'activité. Donc en gros on a beaucoup essayé de pousser à diminuer notre empreinte carbone. On voit bien que c'est pas complètement super efficace, donc il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais c'est surtout qu'il y a aussi en fait, entre le moment où on arrive à arrêter nos émissions et le moment où on va réellement avoir un impact sur la température ou sur le changement climatique, il va y avoir pas mal d'années. Donc en gros, l'idée c'est aussi de dire en parallèle, il faut mettre en place de l'adaptation. Et même si on arrêtait tout, on aurait quand même un réchauffement et donc il faut s'y préparer. Donc la TRAC, c'est un objectif de réchauffement de plus 3 degrés. Donc en gros, si on fait rien, on est au minimum à plus 3 degrés à l'horizon 2100, plus 3 degrés à l'échelle mondiale. Ça veut dire que pour la France, on n'est déjà pas à plus 3, mais à plus 4 degrés. Donc en gros, tout ce qui est fait, tout ce qui est réfléchi à l'heure actuelle au niveau national depuis 1 ou 2 ans, là, c'est justement de commencer à voir qu'est-ce que ça veut dire en fait, plus 4 degrés à l'échelle française, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour répondre à quelle problématique. Donc en fait, c'est un peu à quoi on va s'attendre en termes chaque degré compte, hein, c'est un peu ce que vous voyez sur la petite figure qui est ici. Donc on parle de température, de sécheresse, de précipitation, d'enneigement, de cyclones tropicaux, donc tout ça, ça veut dire qu'on va avoir une augmentation des cyclones, une diminution de la quantité d'enneigement, des précipitations bien entendu qui vont augmenter aussi. Là on parle toujours par rapport à l'ère pré-industrielle, hein, 1850-1900.
Donc voilà, c'est en gros pour essayer de fixer un peu les idées et pour savoir finalement pour tous ceux qui enfin pour tout le monde, hein, tous les composants, tous les éléments de nos sociétés, enfin on va devoir s'adapter et à quoi on doit s'adapter. Donc ça c'est un peu l'objectif. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir alimenter toute la réflexion autour des plans nationaux d'adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle le PNAC, donc c'est le troisième, c'est pour ça qu'il s'appelle PNAC 3, donc qui sort là en gros maintenant ou dans pas longtemps. Donc avec 4 objectifs: protéger les Français, adapter les territoires et assurer la continuité des infrastructures et des services essentiels, assurer la résilience de l'économie et protéger les milieux naturels et le patrimoine. Tout ça dans un objectif de finalement adapter et changer les normes, les réglementations techniques, mais aussi d'accompagner les territoires et les différents secteurs d'activité à ces évolutions. Donc le programme TRAC qui TRACS, alors voilà, là c'est... je ne sais pas si c'était une très très bonne idée, en tous les cas c'est un acronyme qui ressemble au précédent, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, transformer donc et accompagner oui, alors en plus je l'ai perdu, mais bon, je voulais citer tout à l'heure. Donc là c'est vraiment le programme TRACS, donc c'est un programme de recherche sur du temps long. Donc on est sur 8 ans, donc ça c'est assez exceptionnel, hein, ces programmes. Sandra donc est dans un programme qui s'appelle le Solubiol, qui est aussi listé là, hein, c'est des CPEPR, il y en a beaucoup, hein, One Water, enfin j'imagine que vous en avez tous un en tête plus ou moins. C'est vraiment des programmes temps long avec des budgets conséquents. Là on est sur 51 millions d'euros et plus 10 millions d'euros qui vont être dont 10 millions d'euros qui vont être consacrés à des appels à projets dont je vais reparler, puisque c'est aussi là où on peut construire des collaborations plus spécifiquement. Donc l'idée de ce programme là, c'était aussi de renforcer tout ce qui était modélisation du climat. Donc là on est vraiment sur du climat pur, parce que c'est aussi l'idée de renouveler en fait des chercheurs, enfin des thématiques et des chercheurs en fait qui donc remettent des forces là-dessus, et d'avoir une vision stratégique en termes de modélisation du climat, mais aussi de développement de services climatiques, et je reviendrai là-dessus ensuite. Évidemment c'est un PEPR qui est connecté avec plein d'autres PEPR, mais aussi des infrastructures de recherche, des observatoires et autres. Et qui va être vraiment très pertinent en termes d'enjeux nationaux, et notamment en lien avec le PNAC 3 dont je vous ai parlé. Il y a aussi une dimension internationale. Donc pour résumer, en gros c'est construire les connaissances nécessaires pour l'action, en fait, pour l'action publique notamment. Il y a trois enjeux, enfin 3 objectifs principaux. Donc la compréhension du changement climatique, ça vous l'avez compris, mais aussi des impacts, de ces impacts, de la vulnérabilité et des adaptations nécessaires en termes de solutions. Et puis tout ça en impliquant ce qu'on appelle les parties prenantes, qui sont finalement les acteurs des territoires, des entreprises, des associations, enfin tout acteur qui finalement a un objectif va être partie prenante de ces adaptations. Donc en gros, l'objectif central que vous voyez ici, c'est de fournir des informations qui sont des informations climatiques au sens large du terme, hein, puisqu'on parle aussi de vulnérabilité, d'impact, qui soient adéquates, en tous les cas appropriées aux besoins des acteurs. Donc comment on va essayer de faire ça? L'idée c'est d'encourager la co-construction de ces informations climatiques. Donc en gros, comprendre d'abord quels sont les besoins de ces décideurs, de ces acteurs, pour pouvoir essayer de leur fournir une information qui est la plus appropriée possible. Ensuite, améliorer la connaissance et les outils. Donc là, il y a vraiment tout un gros pilier, vous allez le voir tout à l'heure, qui est autour de la connaissance, de la recherche scientifique sur le climat au sens large du terme. Aussi bien à l'échelle mondiale, mais surtout avec l'idée de descendre en échelle, donc d'aller vraiment au plus près de l'information nécessaire au niveau des territoires donc locaux. Voilà, et ensuite le dernier point est aussi de contribuer à la formation des futures générations professionnelles, à la fois dans les sciences du climat et puis aussi dans qui sont en support à l'action au niveau des territoires. Alors,
Je commence par le bout, enfin le bout entre guillemets. Le PEPR Trax, comme beaucoup de PEPR, est structuré en ce qu'on appelle des projets ciblés. Donc quand vous voyez PC, c'est projets ciblés. Il y en a 10, en plus de tout ce qui est coordination, gouvernance. Et là, j'ai commencé par la fin, donc du 5 au 10. Pourquoi? Parce que globalement, ceux-là sont tous orientés autour de la modélisation du climat. Donc là, vraiment, c'est les processus climatiques assez purs, aussi bien pour améliorer l'efficacité des modèles que pour calibrer mieux et quantifier mieux les incertitudes associées, représenter mieux les processus physiques, les processus biogéochimiques, comprendre le rôle des calottes polaires, en fait, si ça fond, ça fait quoi, et puis aussi aller vers de l'information climatique à l'échelle kilométrique. Donc ça, c'est vraiment un gros défi, parce que les modèles du climat, c'est des échelles mondiales, et passer à l'échelle kilométrique, c'est pas forcément évident. Et toutes les incertitudes associées, bien entendu. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif d'avoir des avancées très transformatrices en termes de modélisation, mais de pouvoir mettre tout ça au service finalement des acteurs et de l'action sur le terrain. D'où le début des PC, qui est les PC 1, 2, 3 et 4, qui sont en lien avec la mobilisation en fait, des sciences du climat pour les développements de services climatiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers des services climatiques. Donc ces 4 PC-là sont centrés autour de cet objectif-là. Donc je parlerai plutôt du PC1 et du PC3, dans le sens où je suis impliquée dans une des tâches principales du PC1. Et que ces deux PC vont travailler très fortement conjointement. Mais vous avez aussi, donc PC1, c'est vraiment la co-construction avec les parties prenantes. PC3, c'est de faire des démonstrateurs à l'échelle territoriale. Donc en gros, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on peut produire, comment on peut tester ces démonstrateurs, quels effets ils ont, quels intérêts ils ont pour les acteurs. Et puis deux PC complémentaires qui sont la distribution des données et des méthodes. Donc en fait, comment on partage ces données, ces résultats, et aussi un focus sur les événements extrêmes, et on reviendra dessus aussi, parce que finalement les événements extrêmes, c'est un petit peu plus, c'est un peu ce proxy du climat qu'on perçoit mieux peut-être que le climat vraiment lui-même. Donc je vais revenir sur le PC1 en particulier. Donc le PC1, il s'appelle dialogue, puisqu'en fait il vise le dialogue entre les parties prenantes, donc les acteurs des territoires et des secteurs, les sectoriels et les scientifiques. On a en fait 3 échelles d'intérêt. On a une échelle sectorielle, donc là on va s'intéresser potentiellement au domaine de l'eau, au domaine de l'énergie, donc tout ce qui est agriculture aussi potentiellement en lien avec l'eau, mais pas que. Et on va avoir une échelle plus territoriale, donc là je vous ai mis la France avec des petits logos un peu de partout. Cette échelle territoriale, elle est en fait elle est peut-être un peu plus compliquée à envisager, dans le sens où on parle d'acteurs des collectivités, en fait, de décideurs à différentes échelles territoriales, qui doivent prendre en compte des enjeux qui ne sont pas purement sectoriels, qui sont des enjeux finalement très systémiques, très complexes, et pour lesquels ils ne sont pas forcément non plus hyper experts de la question, à comparer de certains experts de l'énergie, par exemple. Si on parle à EDF ou à d'autres, ils savent à peu près ce qu'ils veulent en termes de besoins. Par contre, quand on parle à des territoires, c'est beaucoup moins évident. Et donc, cette petite carte, elle vous montre, avec les petits logos, elle vous montre qu'en fait, à l'échelle de la France, il y a un réseau qui s'appelle le réseau des GREC, Groupement Régional d'Expertise sur le Climat, qui sont des structures d'intermédiation sciences-société, qui sont principalement centrées autour d'acteurs scientifiques au départ, c'est-à-dire qu'il y a un pool d'acteurs scientifiques, des chercheurs du climat, mais pas que, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chercheurs de sciences sociales aussi, qui vont essayer justement de mieux transférer, enfin pas transférer, mais plutôt partager et créer du lien avec les acteurs socio-économiques de différentes natures. Et donc c'est aussi autour de ce réseau intergrec, et notamment du petit grec du milieu avec des montagnes, là, qui est le grec Alpes-Auvergne, qui nous concerne plus particulièrement, qu'on va essayer de structurer aussi cette réflexion et ce travail avec les parties prenantes. Vous avez aussi 3 mots-clés en fait, qui révèlent en gros la direction, enfin le type de territoire qu'on va aller
qu'on va prendre en compte dans l'élaboration de ces services climatiques, qui sont les montagnes, ça nous concerne directement, les littoraux et les métropoles, Grenoble étant aussi l'un des secteurs potentiellement cibles. On a aussi une échelle internationale avec principalement deux pays ciblés dans un premier temps, notamment en Afrique de l'Ouest, sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais avec l'idée aussi de voir comment il peut y avoir une montée en échelle de ces services climatiques qui pourraient être déployés pour d'autres pays selon les problématiques. Juste pour vous donner une idée du type de financement qu'on a, en tous les cas pour l'instant, acquis entre guillemets dans le cadre de ce PC1, il y a 3 facilitatrices, je dirais, qui sont des personnes qui vont en fait être en capacité de mobiliser des techniques et de facilitation, d'aide au dialogue en fait, pour justement motiver, mobiliser et engager en fait les parties prenantes dans ce dialogue, donc permettre de faire ce lien science-société. Il y en a 3, donc parce qu'il y a 3 échelles, il y en a un pour l'échelle territoriale, un pour l'échelle sectorielle et un à l'échelle internationale. Nous venons de recruter pour l'échelle territoriale notre facilitatrice début juin, donc c'est tout neuf. On a aussi une thèse en sciences humaines et sociales, une philosophie des sciences, géographie entre guillemets, avec la question de la prise de décision en contexte d'incertitude, comment on essaye de prendre des décisions robustes quand on ne sait pas exactement où on va vraiment. Voilà, donc ça vous donne un peu le panorama de tout ça. Donc dialogue va être aussi, donc le PC1 est aussi centré autour d'une plateforme d'échange. Alors plateforme, c'est pas forcément numérique, c'est encore assez vague, pour essayer de mettre finalement de bien comprendre ces besoins des acteurs et de pouvoir y répondre. Et pour cela, en fait, on va d'abord se poser des questions pour savoir s'il y a déjà des services climatiques qui peuvent être existants et répondre à ces besoins. Si c'est le cas, en fait, il y a potentialité d'aller vers de la formation, notamment qui est mis en place dans le cadre du projet gouvernance, en fait, qui est celui du global de Trax, on va dire. Et si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut répondre à leurs demandes? Est-ce que leurs demandes précisent et finalement on est en capacité, nous, chercheurs, les chercheurs du climat, en tous les cas, d'y répondre? Si c'est pas le cas, si c'est non, il y a des modélisations qui doivent être développées dans le cadre des PC 5 et A10 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui doivent être du coup intégrées dans des outils plus courants. Et une fois qu'on a ça, ou alors si on l'a déjà, l'idée c'est d'aller vers la coproduction, le co-design de démonstrateurs climatiques, donc qui sont envisagés dans le cadre du PC 3 et 4. Donc en gros, quel type d'information, quel format, quel moyen d'échange, quel accompagnement, tout ça, pour essayer justement d'accompagner ces territoires et ces acteurs sectoriels. Et tout ça, évidemment, on revient vers la partie communication ensuite pour le faire du transfert au sens plus large. Je vous reparle peut-être du lien un petit peu entre PC1 Dialogue et les démonstrateurs climatiques. Donc en fait, il va y avoir donc une facilitation au niveau de PC1 des échanges entre chercheurs et partenaires académiques qui vont permettre en fait de co-construire les besoins futurs. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, il y a des démonstrateurs qui sont déjà un petit peu, on va dire, en cours, qui ont déjà été élaborés, commencé à être élaborés préalablement. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, il y en a 4 qui sont en cours, qui avaient déjà bénéficié de recherches antérieures, et donc 2 en Afrique de l'Ouest et 2 en France, plutôt des démonstrateurs sectoriels. Donc l'idée c'est qu'il y en ait 10 à 12 au total, d'ici à la fin du projet, c'est 8 ans, ce que je vous rappelle. Et donc l'idée c'est aussi de faire émerger donc des besoins et d'aller vers des nouveaux démonstrateurs qui répondent à ces besoins. L'idée c'est aussi d'établir des critères de succès. Est-ce que finalement ces services climatiques, on peut les tester, comment on les teste, comment on évalue s'ils marchent, à quoi ils servent et tout ça. Donc là encore c'est peut-être une petite balle dans le camp des sciences cognitives. Et ensuite, évidemment, peut-être qu'il y aura trop de demandes, on peut rêver,
pour qu'il y ait à prioriser nos choix de démonstrateurs et pour qu'il y ait des développements spécifiques. Et ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est co-réappropriation des démonstrateurs. Donc l'idée aussi de bien être, de garder finalement les parties prenantes impliquées du début à la fin du projet. Alors, j'ai parlé beaucoup de services climatiques, mais peut-être que ça n'a pas trop parlé à tout le monde, donc je vais revenir un petit peu sur les notions de base de ce qui est envisagé comme un service climatique. Donc finalement, c'est l'adaptation et la fourniture et la contextualisation d'informations climatiques qui sont pertinentes pour la décision. Mais aussi, ça comprend l'engagement des utilisateurs dans ce processus de coproduction d'informations pour la fourniture de ces services climatiques. Donc ça peut être aussi finalement une expertise qui n'est pas seulement l'expertise du climat, mais c'est aussi de prendre en compte l'expertise peut-être d'usagers en termes de pratiques, en termes de connaissances de leur territoire, en termes de plein de choses différentes. Donc il y a une définition qui est donnée aussi par le World Meteorological Organization, donc c'est Global Framework for Climate Services. C'est des données et informations sur le climat passé, présent et futur, et ce sont des produits qui permettent de comprendre les impacts des systèmes naturels et humains et d'informer la décision à toutes les échelles d'action. Donc toutes les échelles d'action, c'est assez important. On se contente pas aux grands décideurs ou aux grandes entreprises. L'idée, c'est vraiment qu'on va vers une forme de bien commun qui puisse être mobilisé par tous. Et aussi, pour bien préciser, c'est pas que des informations météo ou climatiques, c'est vraiment des informations scientifiques de diverses natures et qui peuvent être liées, voilà, par exemple, à des impacts en termes de production agricole, de santé, d'exposition humaine, de sensibilité des infrastructures, de changement de comportement, enfin tout ce qui peut aider finalement à aller vers une adaptation et une transformation de nos sociétés. Alors là, c'est des schémas un petit peu compliqués qui sont tirés des rapports du GIEC, mais c'est pour vous montrer que finalement, on a tout un tas de secteurs d'activité ici qu'on voit bien, hein, la santé humaine, l'agriculture, l'eau, les ressources en eau, le transport, le management de tout ce qui est ressources piscicoles et autres. Tout ça sont des secteurs spécifiques qui vont demander finalement des connaissances aussi bien en termes historique, d'observation, de simulation climatique, finalement de paramètres météo aussi climatiques et de processus associés, et puis aussi de construire des storylines, des narratifs associés, et tout ça autour de finalement cette collaboration entre scientifiques et parties prenantes. Là aussi, le schéma de gauche qui vous montre finalement que en fait, l'objectif principal, c'est vraiment d'aller vers de la formation climatique régionale. Régionale au sens, on peut aller du local aux régions un peu plus larges, hein, et que tout ce petit monde va devoir collaborer au mieux pour finalement répondre à ses besoins. Je veux revenir ici sur le fait que les secteurs d'activité, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être assez bien défini, assez plus facile de répondre à ces demandes-là, dans le sens où en général les acteurs de ces secteurs sont bien organisés et savent très bien, ils connaissent tellement bien leur domaine qu'ils voient bien où ils ont besoin et quelles informations ils ont besoin d'avoir. C'est sans doute moins le cas pour les territoires, et c'est là où finalement sur certains territoires on va avoir un peu de tout ça, ou alors des enjeux qui vont peut-être se focaliser plus sur une des choses, mais pas que, en complémentarité avec d'autres. Et c'est là où le diagnostic et la définition des enjeux initiaux sont importants. Quelques étapes importantes de la coproduction. Il faut évidemment commencer par identifier les acteurs avec qui on peut travailler, et puis surtout construire un espèce un fonds de connaissances communes, et puis de confiance surtout, une confiance partagée, pour justement être en capacité de bien comprendre les besoins. Et c'est sûr que quand on va voir des acteurs, qu'on leur dit vous avez besoin de quoi en termes d'information climatique, ça marche pas comme ça. Ils sont pour la plupart pas capables de le dire, donc il faut aussi comprendre comment ils fonctionnent, comment ils prennent leurs décisions, quelles sont leurs pratiques au quotidien, tout ça. Donc ça demande énormément de sciences sociales aussi sur ces thématiques-là. Il faut donc co-développer des solutions, évidemment en entendant tout le monde et en prenant en compte finalement les différents points de vue, les différentes valeurs associées.
proposer ces solutions. Il y a une question de comment on diffuse cette information, comment on se fait comprendre en fait les uns les autres, et puis évaluer aussi l'effet de tout ça, de tout ce processus dans la décision et même dans ce qu'on met en pratique finalement à la fin. Il y a plein de façons complémentaires aussi de voir le processus de co-construction. Hein. Là, c'est un article de Bremer et al. De 2019. Donc, la recherche sur les services climatiques est assez active en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes et de sciences sociales qui s'en emparent. Et du coup, en fait, pour montrer que il y a vraiment plein de façons, plein d'intérêts aussi à cette coproduction et plein de façons de la voir, que ce soit en termes de capacité à changer les représentations autour de nos représentations de la nature ou du climat, de faire évoluer aussi les institutions et la gouvernance, les rapports de pouvoir. Enfin, il y a tout un tas de choses et je vous invite à aller voir aussi cette publication si vous voulez en savoir plus. Peut-être un exemple pour savoir, enfin un exemple entre guillemets, en tous les cas ce qu'on peut utiliser déjà, ce qui existe déjà à l'échelle française, ce qu'on appelle le portail national DRIAS, donc qui est finalement un portail qui a été développé il y a déjà un moment, en 2012, pour le premier PNAC, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est la mise à disposition de projections régionalisées qui sont corrigées. Il y a plusieurs espaces d'accueil, on va dire, on peut être un peu découvrir ou être plus expert. C'est à destination des bureaux d'études, des services techniques publics et privés. C'est très évolutif puisqu'en fait il y a un peu des retours d'expérience qui sont faits et ils font évoluer les produits. Le premier, on va dire, retour qu'on peut avoir des acteurs des territoires qui ne sont pas forcément des acteurs experts, c'est que voilà, si on n'a pas un chargé de mission climat qui est vraiment très au courant, qui a une très bonne formation et qui sait se plonger là-dedans, c'est indémêlable. Donc du coup voilà, ils se sont quand même aperçus que c'était pas forcément possible d'utiliser ça pour tout le monde. Donc globalement il y a des suites de développement sur DRIAS avec l'idée de décliner un petit peu ces informations pour différents types de publics. Donc climat HD, donc ça c'est haute définition, donc pour le grand public et les collectivités, pour partager des diagnostics de changement climatique passé et futur en France. Hein. Climadiag commune, donc là 2022, c'est très récent. C'est un portail où vous pouvez aller voir pour votre commune, vous tapez le nom de votre commune et en gros vous avez quelles sont l'augmentation des précipitations à l'horizon 2050, qu'est-ce que changement de température et tout ça. Bon, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas non plus hyper facile à utiliser c'est presque trop simple, donc voilà, il y a encore des progrès à faire. Il y a Climadiag l'entreprise, donc même idée pour faire une première estimation de la sensibilité au changement climatique. Et puis évidemment, comme c'est pas finalement si simple que ça à utiliser, il y a aussi des formations à destination notamment des personnels accompagnants, experts éventuellement, des chargés de mission qui puissent permettre de transmettre un peu mieux. Alors là, je vais reprendre un petit peu, peut-être pour reformaliser un peu ce que c'est la différence entre météo et climat et les échelles en fait de prévision, et puis finalement quel type d'application on peut avoir. Donc on voit là ici qu'on s'intéresse finalement à, vous avez donc weather c'est la météo, hein, donc ensuite il y a la variabilité climatique et le changement climatique, et là en fait on est sur des échelles de temps qui sont complètement différentes. Tout ce qui est météo, on connaît tous la météo, on l'expérimente tous les jours, hein, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Et puis après on a tout ce qui est de variabilité qui va être sur des temps un peu plus longs, du mois ou à l'année, et ensuite le changement climatique c'est vraiment ce qu'on expérimente sur du temps beaucoup plus long, des dizaines d'années, et c'est aussi comme ça qu'on peut finalement voir qu'il y a une évolution climatique. Avec ces échéances de prévision, on va dire plus ou moins lointaines, on augmente aussi énormément l'incertitude associée, c'est-à-dire que autant pour la météo on a une forte confiance dans les prévisions de demain, encore que ça dépend. Vous imaginez bien demain, donc dans 50 ans c'est vraiment
évidemment beaucoup moins clair, d'autant plus que, bien entendu, il y a aussi des scénarios d'évolution des sociétés qui font qu'on change complètement potentiellement les données du problème, tout ce qu'on appelle anthropogenic forcing, donc en gros tout ce que nous, humains, produisons et qui va influencer ces paramètres du climat. On voit en dessous là dans les différents types d'applications, et en fait en fonction du type d'application, évidemment on ne va pas s'intéresser à la même échelle de décision. Si vous devez vous protéger d'une crue, on va être sur du temps très court avec des systèmes d'alerte de la minute à la journée, on va dire. Par contre, si vous avez besoin de construire un barrage hydroélectrique, il va falloir envisager beaucoup plus long, puisqu'en fait votre barrage, vous allez déjà mettre quelques années à le construire, et ensuite vous espérez qu'il va être utile pendant plus de, il va falloir que je me dépêche, plus de 20 ou 30 ans, donc en fait d'envisager quels vont être les apports, ou voilà. Donc on voit bien que là on n'est pas du tout sur les mêmes demandes selon le type de décision qu'on a à prendre. Pour revenir sur cette idée de météo-sensibilité ou de climato-sensibilité, on est tous sensibles à la météo, ça c'est évident. Quand on va s'habiller le matin, on va regarder la température, on va regarder s'il pleut et on va s'habiller en conséquence. Par contre, en termes de changement climatique, c'est beaucoup moins perceptible, parce qu'en fait c'est des moyennes qui vont changer, des moyennes sur du temps long, donc quelques degrés comme ça, on les expérimente tous les jours, quelques degrés, entre le matin et l'après-midi, ça change de quelques degrés. Mais là, c'est quelques degrés de moyenne, et ça ne veut pas dire la même chose. Et du coup, finalement, on a beaucoup de mal à percevoir ce changement climatique. Qu'est-ce que c'est le changement climatique? Qu'est-ce que ça va donner, en fait? Si on a 4 degrés de plus, c'est quand même super cool, quoi. Parce que bon, franchement, les Norvégiens sont contents, quoi. 4 degrés de plus, c'est plutôt sympa. Mais en fait, ça ne veut pas vraiment dire ça. Et du coup, il y aura d'autres impacts, parce que il y a aussi cette variabilité climatique qu'il faut prendre en compte, et 4 degrés de plus en moyenne ne veut pas dire du tout qu'on aura juste 4 degrés de plus tout le temps. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est les extrêmes climatiques, et ce qu'on peut finalement percevoir du plus proche ce qui nous fait le plus réagir finalement à l'heure actuelle, c'est les extrêmes météo-climatiques, c'est-à-dire ces catastrophes naturelles qu'on peut voir, et qui sont beaucoup utilisées dans les médias actuellement pour dire voilà, c'est le changement climatique, ou inversement qui sont utilisés pour dire non, en fait il n'y a pas de changement climatique, vous voyez bien. Là, on a froid en ce moment, on a froid, ça fait plusieurs semaines qu'on a froid, donc en gros il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de réchauffement climatique, vous êtes d'accord? Bon, voilà, donc on peut bien l'utiliser dans le sens qu'on veut, c'est pas très facile à percevoir. Et du coup, voilà, il y a aussi cette question d'attribution finalement, est-ce que ces extrêmes sont liés au changement climatique ou pas? Il y a toujours eu des extrêmes, donc voilà. Tout ça fait que, en termes de perception, c'est pas si simple. Et donc, voilà, en tous les cas, l'information climatique utile pour prendre des décisions, ça dépend des décisions et comment on fait passer cette complexité, finalement, aux personnes qui sont en charge de cette décision. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toujours pareil, de passer à 4 degrés d'augmentation. Est-ce qu'il faut juste qu'on mette plus de climatisation, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Voilà, dans ce processus de co-construction, il y a aussi un autre élément qui est important et qui nécessite aussi des sciences cognitives, des sciences des SHS, c'est finalement de pouvoir aussi intégrer les différentes formes de valeurs et de connaissances sur notre environnement, notre climat. On ne peut pas finalement considérer que nous, scientifiques, avons la science infuse et qu'on sait tout, et qu'on doit finalement, assommer et considérer qu'il n'y a que notre information qui est la bonne et la plus pertinente pour l'action. Et il faut bien entendu être en capacité de mettre autour de la table tous ces gens-là et d'écouter tout le monde et de voir comment on peut finalement apprendre les uns des autres et se servir de ça pour choisir, pour aller vers des solutions les plus adéquates possibles. Notamment, je vais vous donner un petit exemple justement qui est issu d'un stage d'un étudiant qui vient de chez vous, qui est donc un étudiant en sciences cognitives en master, qui fait un stage chez nous et qui s'intéresse à la relation entre le prévisionniste et le décideur pour les événements sportifs à fort enjeu, notamment les Jeux Olympiques par exemple, et qui essaye de comprendre finalement comment la relation entre prévisionniste et décideur, est-ce que finalement je peux me baigner dans la Seine
ou voilà, ce genre de questions importantes, comment en fait on doit bien comprendre en fait le type de décision que la personne a à prendre, si cette personne elle est plutôt averse au risque ou pas, si elle est voilà, qu'est-ce qu'elle comprend et donc le discours du prévisionniste va complètement s'adapter à cette relation et à l'expérience qu'il peut avoir de ces interactions. Une autre question qui se pose et qui reste toujours très très entière, on voit bien, ça fait un moment qu'on dit qu'on va dans le mur au niveau du climat, mais on n'a pas l'impression que le mur a beaucoup bougé. Donc ça veut dire qu'en gros, en termes de sciences cognitives, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tout à faire. Et la première chose, c'est comment on rend un futur incertain palpable et intelligible. Quelles sont les meilleures façons de motiver, d'engager les décideurs dans un processus de co-construction et même dans un processus d'adaptation ou de transition. Comment on prend des décisions qui sont très engageantes d'un point de vue financier, mais aussi par rapport à sa population, par rapport à une forme d'acceptabilité plus ou moins importante, et des décisions qui soient robustes, c'est-à-dire qui soient encore bonnes dans 50 ans. C'est pas si simple, avec toutes les incertitudes qu'on connaît. Donc comment on fait ça, comment on s'assure qu'on arrive à le faire. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment on donne du sens, on donne à voir les impacts et les solutions qu'on peut envisager. Et notamment, il y a des idées par rapport à ces analogues climatiques, c'est-à-dire que Paris va être au niveau de la côte grecque, là, par exemple, en termes c'est-à-dire que si vous regardez la petite carte que vous voyez là, Londres, en fait, se retrouve au niveau de Bordeaux, à l'horizon 2100. Donc Londres, on aura le climat de Bordeaux. Imaginez-vous ça. Donc par exemple pour les vins, vous pouvez commencer à investir en Angleterre pour acheter des terrains pour faire de la vigne. Donc est-ce que ça c'est plus parlant? Est-ce que ça permet aussi aux acteurs peut-être d'aller voir les territoires qui sont ce qui vont être dans 50 ans, pour essayer d'apprendre de ce qui se fait actuellement? Quel type d'approche narrative on peut utiliser? Comment on peut utiliser l'émotion? Ça, en tant que psychologue, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Se servir de l'émotion pour susciter l'action. Et puis, quels sont les travers ou les biais qu'on peut avoir à faire ça? Là, j'ai listé un tas de questions qui me semblent être intéressantes et pour lesquelles ce serait bien d'avoir des collaborations avec la communauté des sciences du cognitives. Et je voulais aussi vous dire qu'on a au niveau local donc un GREC qui s'appelle le GREC, donc Groupement Régional d'Expertise du Climat, j'en parlais tout à l'heure, Alpes-Auvergne, qui est ici, qui est qui est en tous les cas basé sur le campus et à Lozug, et qui est ouvert à toutes les disciplines scientifiques qui s'intéressent de près ou de loin au climat et à la façon de s'adapter ou de faire des transitions. Et en fait, pour lesquels, l'idée c'est de mieux faire le lien entre sciences et société, soit en diffusant des connaissances, mais aussi en construisant des projets avec les acteurs. Donc vous êtes les bienvenus, on a besoin de vous, quelque part, pour mieux répondre à ces questions. Je vais donner derniers éléments et j'essaie de faire vite pour vous dire que justement pour que vous veniez travailler avec le projet Trax, il y a un appel à projet qui va sortir très très prochainement et qui cherche justement à ouvrir la communauté Trax aux sciences sociales. Et donc c'est un appel à projet, je vous ferai passer si vous le souhaitez l'appel à projet qui n'est pas encore complètement validé mais on n'est pas loin, pour deux types de projets, des projets assez collaboratifs importants qui peuvent aller de 500 000 € à 1 million sur des durées de 5 ans. Ça c'est un petit projet ANR mais spécifique sur cette thématique, et des projets qui seraient peut-être un peu plus de type personnel, début de carrière, avec des thèses des post-doc, thèses et post-doc, et qui seraient un petit peu plus courte durée et sur des montants un peu moins importants, et pour venir travailler sur ces thématiques et en lien avec la communauté Trax. Les thématiques justement qui nous concernent particulièrement, c'est les approches inter- et transdisciplinaires pour le développement de services climatiques, mais aussi l'évaluation des modèles du climat et des services climatiques. Alors j'ai entendu parler d'intelligence artificielle. Il y a peut-être, même si ce n'est pas complètement formalisé comme ça, mais il y aurait peut-être un intérêt aussi à se pencher sur cette question au niveau des sciences cognitives. Voilà, donc c'est d'abord en termes de lettre d'intention. Donc là où je voulais bien redire, c'est que malheureusement, ils ont choisi le dépôt des lettres d'intention juste après l'été.
c'est génial, c'est l'ANR. Mais du coup, c'est très court, c'est très petit et il y a moyen de s'organiser pour faire une lettre en quelques pages sans trop de soucis. Et après l'idée, c'est éventuellement d'organiser un colloque mi-octobre pour mettre les gens autour de la table et co-construire ensemble. Et pour un deuxième dépôt de projet qui serait en février. Voilà, je finis sur ces petites étapes. Pour vous dire que le PC1 a démarré avec un kick-off il y a un petit mois. Donc on est vraiment au début de la démarche. Donc tout est ouvert et tout est, c'est le moment d'embarquer dans les wagons. Et donc, bienvenue et j'espère que j'aurai motivé quelques envies avec cette présentation. Merci à vous.